Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans les locaux de Radio Cité 13 dans notre émission Des paroles et des ailes. Le décrochage scolaire touche de plus en plus de jeunes, notamment ceux issus de quartiers populaires. Aujourd'hui, nous traitons ce sujet avec deux invités. Je les laisse se présenter. Oui, bonjour Jafar. Donc moi, je m'appelle Olivier Berne. Je suis enseignant référent du micro-collège d'Édouard Manet qui a été créé donc en septembre 2022. Oui, bonjour Jafar, moi c'est Ikram Bakar, je suis un déscolarisé, ça va faire déjà 1 an et demi. Okay. Et je suis là aussi pour parler de mon parcours scolaire et on va dire dans quel point je suis arrivé au stade de décrochage. Ok. Le décrochage scolaire est un sujet important dans notre société car le nombre d'élèves dans cette situation ne cesse d'augmenter. D'après les chiffres, plus de 28% par rapport à l'année dernière. Heureusement, des structures se sont développées depuis ces dernières années. Je parle ici des micro-collèges et micro-lycées. Ces structures offrent aux jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans la possibilité de reprendre ses études et pouvoir potentiellement repasser le baccalauréat. Premièrement, j'ai une question pour toi, Ikram. Oui. Connaissais-tu l'existence de ces micro-collèges et micro-lycées? Non, moi personnellement, non, je connaissais pas. Et aujourd'hui, tu viens de m'apprendre à l'instant même qu'il y avait des micro-collèges, il y avait des micro-lycées. Et tout ça, je savais pas. Maintenant que tu connais l'existence de ces micro-lycées, penses-tu pouvoir reprendre l'aventure en tant qu'étudiant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En vrai, personnellement, je pense pas que je pourrais reprendre les études. Okay. Parce que je suis arrivé à un stade où être assis sur une chaise, écouter un prof et parler, qui parle, non, ça m'a saoulé. Toute mon année de collège et mon début d'année de lycée, c'était la même. Assis, écouter. Et ça, j'en veux plus. Ok, d'accord. Deuxièmement, j'ai une question pour vous, Olivier. On sait que les causes du décrochage scolaire d'un élève est souvent liée à plusieurs facteurs. Mais moi, j'ai envie de savoir si le décrochage scolaire est-il obligatoirement lié à l'échec scolaire d'un élève? Alors, oui, effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est multifactoriel. Okay. Alors, par contre, donc je peux parler, moi, je suis donc en charge spécifiquement des élèves décrocheurs donc, du micro-collège depuis septembre 2022, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Okay. Avant, si vous voulez, j'ai occupé le poste pendant 2 ans de directeur de SECPA. Donc, je me suis occupé de l'orientation des 3e. Hein, donc, j'ai une petite expérience au niveau de l'orientation à ce niveau-là. Et je peux vous dire, parce qu'en SECPA aussi, il y a parfois des élèves qui ont une place en SECPA alors que les places sont chères, hein, parce qu'il faut quand même dire que la SECPA, c'est une super structure pour bien orienter, bien guider les jeunes. Okay. Mais qui, malgré tout, malgré ce que tu évoquais, hein, qui est vrai, hein, qui est une réalité, qui aussi décroche. Que ça commence vraiment en 4e, 3e, parfois même plus tôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous avez dit, donc c'est pas du tout une fatalité, c'est pas du tout l'échec scolaire qui va être indubitablement inducteur, voilà, d'échec scolaire. Moi, par exemple, de décrochage scolaire. J'ai des élèves qui ont très très bon niveau scolaire et qui n'étaient pas scolarisés depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est vraiment voilà. Et d'ailleurs, c'est le mode principal de recrutement en fait des élèves parce que ça passe en commission, hein, l'inspection académique, pour avoir une place en micro. Il faut savoir que les places sont chères aussi, c'est limité à un maximum 15 élèves par structure. Okay. Et le critère numéro 1, c'est l'absentéisme scolaire. C'est-à-dire le décrochage scolaire massif des gamins qui ne vont plus, enfin des gamins des jeunes, hein, puisque bon, moi je ne suis pas en micro-lycée, hein, comme vous avez évoqué, il y a les 2 structures qui ont été créées cette année sur Marseille, micro-collège et micro-lycée. Et moi par exemple, mes élèves vont de 14 à 17 ans. Okay. D'accord. Et c'est vraiment ça le critère numéro 1, c'est l'absentéisme. Ceux qui étaient éloignés de l'école depuis, alors on va dire minimum 6 mois dans le recrutement que j'ai vécu cette année. Okay. Mais du coup, pour avoir quasiment 1 an de recul sur ça, je pense qu'il faut que les jeunes, ça va peut-être un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais soient allés au fond et toucher vraiment ce que c'était que d'être dans la rue, livrés à eux-mêmes, dans l'appartement, à s'ennuyer. Parce qu'au départ, quand ils vont pas à l'école, moi je l'ai entendu à mes élèves de SECPA, ouais, c'est cool, hein, c'est bon, je joue, je me lève tard, je fais machin, ah tu es idiot d'aller à l'école. Mais quand ils voient leurs camarades qui avancent, et que ça met un coup moral. Voilà, ça met un coup moral et du coup ils se disent finalement peut-être que. Alors par contre, si je peux me permettre, par rapport à ce qu'a dit notre invité, il a totalement raison.
le système scolaire, bon, peut-être c'était une question que vous voulez me poser. J'allais dire par rapport aux analyses des causes du décrochage scolaire. C'est ça, justement. Non, je vous laisse, donc, on en a revenu. parce que là, après, je suis très bavard Ouais, quand ça. on me lance là-dessus. C'est justement, par rapport aux facteurs justement des décrochages scolaires, j'allais en venir à cette question. Quels sont pour vous et au vu de votre expérience les facteurs principaux du décrochage des élèves? Alors, n'hésite pas à m'interrompre et à apporter ton témoignage. Hein, Si je peux donner mon avis, Ouais. c'est que moi, personnellement, pour mon décrochage scolaire, c'est que, on va dire, ma toute première année de lycée, je l'ai vécu, j'étais en bac pro, système numérique, et j'étais en internat à Avignon. Et ça fait que tous les lundis, le trajet de là, le vendredi soir, quand je rentrais chez moi, c'était lent, je rentrais, je disais pas bonjour directement, j'allais dormir. Ça veut dire, on va dire, il y avait plein de petits signes autour qui me faisaient dire que, en vrai, c'est bon, je crois que je commence réellement à en avoir marre du lycée. Et ça fait, du coup, j'ai commencé à moins y aller en cours. Après, j'ai commencé... Petit à petit, j'ai commencé à réellement oublier le lycée, quoi. Parce que tous les matins, je me levais, je me disais, quoi. Je me disais, ouais, pas la peine, j'y vais, ça sera rien. Parce qu'on va dire, dans ma tête, je me disais que ça y est, je suis réellement déscolarisé, quoi. Et ça fait que, du coup, après, j'ai été transféré ici à Marseille et j'étais au lycée. Et moi, le lycée, j'ai pas du tout scotché j'ai réellement pas du tout scotché ce lycée. C'est vraiment l'établissement, Non, c'est, on va dire, quand je suis venu ici, on va dire, c'est le lycée, on va dire, le lycée a fait que j'ai réellement décroché. C'est réellement le lycée qui m'a fait que j'ai réellement décroché parce que, comparé à Avignon, c'est que, on va dire, les profs, ils étaient plus acharnés, même si j'étais pas là, même si quand je rentrais en cours, même si ils me disaient, ouais, continue, je te donne la feuille, on va dire, ils essaient de me donner ils te poussaient. Voilà, ils essaient de me donner la motivation de continuer, de pas arrêter, de dire, ouais, même si c'était difficile, t'étais pas là de là à là, quand même, t'essaies de faire ton nécessaire et nous, on va le prendre note. Et ça fait que, du coup, au lycée, bof, hein, les profs, bof, tu vois, les profs, on va dire, eux, ce que j'ai remarqué, tant que, on va dire, il y a 2 ou 3 élèves dans la classe, et ils font juste leur cours à la fin de la journée, ils se disent, c'est bon. Pour moi, j'ai rempli mon contrat et même s'il y a des élèves en difficulté, c'est pas grave. Voilà, parce que moi, j'étais, on va dire, je suis dyslexique et moi, je prends beaucoup de temps par rapport à plein de choses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi j'étais à Avignon, les profs ils venaient me voir, on va dire, ils s'acharnaient sur moi. Ils s'acharnaient. Et là, quand j'étais ici... Tu n'as pas vu ça? Non. Tu n'as rien vu de tout ça? Rien de là. Et c'est ça qui a peut-être induit à ce décrochage plus prononcé, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, moi, c'est que j'ai décroché, c'est que c'est moi-même j'ai voulu décrocher. C'est pas par rapport à un échec scolaire, rien de là. Même si moi, je sais que, on va dire au collège, j'avais mes revenus de bulletin, ils n'étaient pas trop fameux. Difficultés? Là, j'avais mes difficultés, mais les profs, ils disaient que je me donnais l'envie de réussir, je me donnais, et c'est la même, quand j'étais à Avignon, c'était la même, les profs, ils disaient que, ouais. Et vraiment, tu as pensé qu'à c'était vraiment pas du tout pareil et que le système, il était pas fait, on va dire, fait pour toi, Non. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je reviens sur vous. Les principaux facteurs d'un décrochage d'un élève. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'analyse déjà plusieurs facteurs. Juste une question, vous étiez combien par section normalement? C'était pendant le Covid, on était en demi-groupe. Du coup, je crois qu'on était la moitié d'une classe, quoi. 15. Une quinzaine. 15. Et sur ces 15-là, on va dire, les profs, dans ma classe, il y avait des personnes qui venaient du bled. Des Nigériens, et ça veut dire, eux, ils savaient pas du tout parler français, ils savaient pas du tout lire, écrire, et ça veut dire, les profs, instinctivement, ils se redirigeaient vers eux. Ils se redirigeaient vers toi, eux. Ils te laissaient quand même. Voilà. Alors là, voilà. Donc, c'est ce que tu dis, en fait, c'est ce que je vis, moi, depuis. Donc, moi, j'ai 24 ans d'ancienneté quasiment dans le système scolaire. J'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base, je suis professeur des écoles, moi, directeur d'école, avant d'arriver en collège. Et ce que tu dis, c'est
c'est ce que tu as vécu, c'est ce que moi j'analyse, si tu veux, en tant que prof, donc de l'autre côté. C'est exactement ça. Donc, il y a plusieurs facteurs, hein. On va pas peut-être creuser tout, mais déjà, ce que je vois, ce que j'analyse, c'est déjà le fait que le système éducatif français n'a pas su évoluer avec l'évolution des jeunes. Donc, il y a on va dire un cadre très fort que certains peuvent vivre comme un carcan. Et si le jeune ne rentre pas dans ce moule, c'est impossible. Suite à ça, il y a alors les profs, on dit toujours, les profs ils râlent, ils font la grève et tout ça, mais sur le fond, ils ont raison en fait. Quand on parle de moyens, par exemple, tu vois, quand il y a 30 jeunes dans une classe, comment tu veux t'en occuper? Compliqué. Il faut arrêter. C'est pas compliqué, c'est impossible. Je te le dis, c'est impossible. Okay. Et la troisième chose que j'ai entendue, donc c'est le fait que tu ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études dans d'autres pays européens. D'accord, je suis parti, j'avais la bougeotte quand j'étais plus jeune. Je suis parti, j'ai vu ce que c'était d'autres systèmes et tout. Et par rapport à notre système français, il y a des gens qui arrivent. C'est super. Tu les accueilles, nickel, pas de problème. Sauf que, quelles sont leurs compétences? Que ce soit en maths, en français, en histoire, connaissance. Et on met tout dans la même section. Donc, clairement, ce que tu nous évoques, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as des besoins spécifiques. Donc, par exemple, tu as un profil dyslexique, tu nous as dit. Bon, il te faut des documents adaptés, il te faut un prof qui soit plus ou moins sensibilisé à ça. Et à côté de ça, tu as des gens qui arrivent du Niger, quelles que soient leurs compétences, qui maîtrisent pas le français. Comment tu peux mettre ensemble ces gens comme ça? C'est-à-dire que ça, c'est d'entrée de jeu, c'est comme si je te dis n'importe quoi, on te prend une image d'une voiture, tu vois, tu as un moteur, je sais pas moi, qui mesure 3,50 m et une caisse qui mesure 2 mètres. Ben, faire entrer le moteur dans la caisse, tu fais comment? C'est pas possible. Ben, c'est pas possible non plus que ça fonctionne comme ça. Tu vois, et les gens, le problème, c'est que ça se voit pas. Les jeunes qui sont à l'intérieur de ça, ils le vivent, mais ça se voit pas. Et la quatrième chose plutôt que j'ai entendue dans ce que tu as dit, alors il y en a d'autres, hein, mais déjà je rebondis rien que sur un témoignage, hein, la mobilité géographique. Donc ça va prendre en compte. À Marseille, on est très mal desservi par les services, les transports en commun. C'est une réalité, quoi. Les quartiers nord, moi j'ai enseigné je suis allé des quartiers sud au quartier nord, les quartiers est, dans les quartiers nord, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand tu dis, tu arrives, alors après, il y a le système de l'internat. Mais le système de l'internat, il faut que ça se développe. Il faut que le jeune y adhère. Il faut que ça se prépare. Tout ça, c'est compliqué. Donc, voilà, ça fait que moi, je l'ai vécu, je te dis encore une fois, avec mes élèves de SECPA. Hein. Okay. La mobilité géographique, c'est un enjeu majeur. Un enjeu majeur. Il faut voir ce qu'on propose et à quel moment c'est réalisable ou pas pour le jeune et pour sa famille. Hein. Parce que derrière un jeune, il y a une famille aussi. Okay. Donc, Vous pensez qu'au fil des générations, tout ceci, ça va s'aggraver ou ça va peut-être s'améliorer au vu de ce que vous avez vu? Il y a des tentatives pour faire en sorte que ça s'améliore. Par exemple, ces micro-collèges et micro-lycées. Là, pour l'instant, c'est au stade expérimental. Ça devrait être pérennisé, je pense, je le souhaite, mais c'est au stade expérimental. Mais il y a une chose qui est claire, moi je l'ai vécu aussi, on en a discuté en aparté avant d'ouvrir le micro. Les SECPA, les SECPA, c'est des idiots qui vont en SECPA. Mais ça, c'est une image qui est répandue aussi bien chez les jeunes que chez les personnels, même en personnel de direction de l'éducation nationale. Or, moi, je vous le dis, je le clame haut et fort, la SECPA, c'est une chance énorme. J'ai reçu, donc, quand j'étais directeur de SECPA, des gens qui venaient des pays d'Afrique, des profs, d'accord, et qui étaient formés, payés par leur gouvernement, en accord avec le gouvernement français, pour venir voir comment on organisait l'enseignement des SECPA. Okay. Il y a une chose qui est vraie, qui existe dans plein d'autres pays, mais en France, on a beaucoup de mal, ça s'appelle l'intelligence de la main. On n'apprend pas qu'en étant le cul posé sur une chaise, à écouter un prof qui... On apprend en faisant. Et ça, malheureusement, il faut des ateliers, il faut des parcours diversifiés, et puis il faut trouver la motivation du jeune. Donc, il faut que le jeune fasse des stages, fasse des choses. Ça aussi, c'est pareil. Moi, ça fait 3 ans, 4 ans que je galère pour trouver des stages pour mes... Alors, il y a des patrons qui jouent le jeu. Le jeu. Mais il y en a qui jouent pas le jeu, clairement. Et puis bon, après, c'est pareil. Donc, toi, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une formation d'alternance. Moi, ça, le CFA, je mise beaucoup sur ça. Mais après, tu tombes sur un patron qui joue le jeu, ça se passe bien, il a des aides de l'État. Un patron moi, j'ai des jeunes qui quittent le statut, on va dire, scolaire, qui s'engagent sur... donc, attention, hein, quand on quitte le statut scolaire, on passe ministère du Travail, donc c'est plus pareil. Et ils arrivent, c'est bon, mais monsieur Berne, pas de souci, je commence à bosser juillet, août, après il me fait mon contrat en septembre. Alors, ils attendent toujours le contrat, mais par contre, ils ont quitté le système. Donc, ils se retrouvent en mission locale, en décrochage, voilà. Ok, d'accord. Donc ça, c'est des facteurs aussi, quoi. Et tout ça, ça doit... après, je pense que ça va sur le bon sens. Ça va vers la bonne direction. On veut dire, les décisions qui sont prises sont des décisions de bon sens. Alors, à Marseille, on est un peu pilote cette année. Hein. Moi, par exemple, cette année, j'ai reçu l'équipe du recteur d'académie de Toulouse. D'accord, qui venait voir comment on fonctionne sur Marseille. Ils ont ouvert quand même 10 microstructures, ce qui est énorme.
C'est déjà pas C'est rien. énorme, c'est énorme. Ah oui, c'est déjà Ok. pas rien quand même. En micro-lycée et en micro-collège et 10 aussi en micro-lycée. ouais. Ok, d'accord. Donc c'est en France, je crois qu'il y a qu'un seul endroit où il y en avait un. Sur Marseille, il y avait sur Prévert. Donc avec Monsieur Dello, qui est mon chef, c'était mon principal cette année au collège, qui était avant sur Prévert en tant qu'adjoint, et qui s'était battu pour voilà. Donc je crois, à ma connaissance, depuis ça fait 3 ans et demi, je crois 4 ans qu'ils étaient ouverts sur Jacques Prévert, et c'était la seule microstructure qui existait quoi. Ok, d'accord. Là, j'ai plus une question en mode, on va dire théorique. Comment et où réorienter un élève en décrochage scolaire? Bon, là, vous allez me répondre les stages, les formations peut-être, mais est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres solutions pour réorienter un élève? Oui, Ouais. une très bonne solution, c'est partir du besoin de l'élève. Une bonne formation répond à un besoin. Si l'élève n'éprouve pas le besoin d'aller vers un domaine, ça sert à rien. On peut pas forcer un jeune à aller vers quelque chose qui le plaît pas. Il faut travailler la motivation. Donc pour ça, effectivement, les stages, mais il faut en faire plein. Il faut voir, il faut toucher, il faut voir des choses qui parfois, j'ai vu des jeunes qui sont revenus, donc pourtant je suis pas resté longtemps, je suis resté 2 ans à la SECPA, mais qui sont revenus me dire, mais qu'est-ce que je me régale à mon lycée. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. Quoi. Oui, ouais, okay. Mais parce qu'ils ont trouvé, ils ont fait des stages, ils ont trouvé, ouais. ils ont trouvé leur domaine. On va dire, ils se sont donné, on va dire, la motivation, quoi. Ils se sont donné l'envie de réussir. Voilà. Et ça leur a plu, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose tous les jours qui les motive. J'ai en particulier l'exemple d'un jeune dont il se reconnaîtra s'il écoute. Et lui, c'était au lycée de l'Estac sur tout ce qui était mécanique marine. Il a adoré. Il est revenu me voir et m'a dit, mais qu'est-ce que je vous remercie de d'avoir pu avoir cette orientation. Final, il a continué dans bien sûr. Dans ce chemin. Je pense que lui, et puis en plus, contrairement à ce qu'on dit, ça fait pareil, les idées reçues. On dit, ouais, mais c'est bon, ceux qui font pas des grandes études, mais franchement, combien il y a de bac plus 5? Moi, j'ai travaillé dans plein de domaines avant d'être prof pour payer mes études, notamment dans le domaine de la sécurité, donc pour des grandes enseignes, je les citerai pas. Okay. Vous savez, en ligne de caisse, combien il y avait de caissières qui avaient de bac plus 5? Combien? Plein. Elles avaient des masters en elles faisaient caissière. Ok, c'est pas le diplôme qui fait... Mais évidemment que non. Okay. La fac, vous pouvez aller faire un bac plus 15, si vous apprenez rien, qui est-ce qui va vous embaucher? Personne. Voilà. Alors que si vous avez un métier, moi j'ai un collègue, je peux parler de mon expérience personnelle, il a 50 balais, il conduisait, il était chauffeur-livreur, il livrait les bars, il en a eu marre. À 50 ans, il a fait un CAP d'électricien, il bosse, il gagne super bien sa vie. 50 ans. 50 ans? Oui, il a fait un CAP, totalement de... CAP électricité, je peux vous le présenter. Non, pas de souci. Donc vous pensez plus c'est plus l'expérience et pas les études qui font. Mais c'est pas en opposition, Jafar. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une expérience dans les études. Si par exemple tu fais un parcours en alternance et que tu fais, je te dis n'importe quoi, 6 semaines dans ton entreprise et 1 semaine où tu apprends quand même un peu de théorie. 1 semaine, tu peux tenir, il faut arrêter, surtout si la formation, elle te plaît. Donc, tu te forces, même si tu n'es pas fait pour ça, tu te forces, tu le fais parce que tu as la motivation. Et c'est de l'expérience. Même si tu es sous statut du ministère du Travail, tu vas quand même à l'école 1 semaine sur tes 7 semaines, ton cycle de 7 semaines. Vrai. Donc, c'est pas en opposition, ça se construit. Mais ça se fait pas à l'encontre de la volonté du jeune, quoi. C'est ça qui est important. Et de la famille, évidemment, parce que voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Selon les appuis qu'on a, moi, par exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui sont suivis PJJ ou qui sont... en foyer. J'allais en parler des facteurs familiaux. Voilà. Les facteurs familiaux, pour moi, sont, on va dire, 50% responsables du décrochage d'un élève. Parce que comment veux-tu avancer dans des études si même la famille ne te soutient pas? Si quand tu rentres à la maison, s'il y a des difficultés à travailler. Donc, les facteurs familiaux, ça rentre en jeu dans ce décrochage. Mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres, on va dire? Je vais aller dans votre sens. C'est-à-dire que, en fait, moi, je parlerai des facteurs familiaux, des facteurs sociaux. Et c'est-à-dire que ça fait des années, donc comme je vous dis, j'ai fait de la maternelle, On peut pas faire avancer, quelles que soient les problématiques, on peut pas faire avancer un jeune si on nie son problème, si on lui vend du rêve, si on lui ment. Donc ça rend service à personne. Il faut dire les choses. Par contre, il faut les dire avec bienveillance. C'est le mot qui est très très à la mode dans notre ministère, bienveillance. Mais en vrai, elle n'est pas souvent appliquée, quoi. Que ce soit envers les élèves ou même envers les profs. Attention. Okay. Et ça, on peut pas avancer sur une situation sans l'appui de la famille. C'est pas possible. Tous ceux qui disent, moi j'ai entendu, ouais non mais c'est bon, je m'occupe de ça, ça marche pas.
Vraiment, Donc, la famille, c'est vraiment un pilier. Mais bien sûr, même pour les jeunes qui sont en foyer, quand il y a la famille qui est là, ça peut être... je veux dire, chacun a son parcours de vie. Hein. Il n'y a rien qui est tout droit dans la vie. Je suis le premier pour en témoigner. Okay. Mais oui, il faut un appui, il faut structurer, il faut cadrer. Parfois, ça peut être par le biais d'un internat. Hein. Pourquoi pas? En sortant de la famille, parce qu'il y a des familles qui sont toxiques, il faut le dire. Hein. Donc, pourquoi pas? En ayant des éduques, moi j'ai travaillé avec des éducateurs, en étant en internat, ça fonctionne aussi. Après, il y a, dans tout parcours de vie, on va dire, il y a un facteur chance. C'est vrai, le facteur chance qui fait qu'on n'est pas tous dans la même famille, on n'est pas tous dans le même quartier. On ne tombe pas tous sur les mêmes éducateurs, on n'est pas tous dans le même quartier. Mais c'est une réalité, Jafar. C'est une réalité. Bon, on va dire que c'est sous le système de la chance. Mais bon. Ça en fait partie. C'est pour ça que je ne saurais pas dire 50%, parce que je m'aventurerai pas, moi, à donner des pourcentages. Mais par contre, voilà. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, donc, pour rebondir sur la première partie de votre question, moi, je pense que les choses vont dans le bon sens en développant ces microstructures. Donc, en ayant effectivement un effectif plus réduit, parce que des classes à 30, il faut arrêter ça. Il faut arrêter avec ça, quoi. Il faut vraiment arrêter. Je vous le dis, moi, j'ai enseigné en maternelle. 32 élèves en maternelle. Et ça part de là. Ça part de la maternelle, de l'école primaire, de l'école maternelle. On me dit après, oui, ben, ça part de là. À 30, comment voulez-vous qu'un prof, il s'occupe d'élèves, oui, c'est vrai, de tous ces élèves, parce que il y a plein d'élèves, on va dire, qui sont en difficulté, mais qui osent pas parler, qui osent pas le dire. C'est vrai, ça. Tu vois, on va dire qu'ils gardent tout pour eux, pour qu'à la fin, pour qu'à la fin, c'est eux-mêmes qui se mettent en échec scolaire. Et que eux, leur but, c'est pas ça. Eux, leur but, c'est de réussir, c'est que de rendre fier, tu vois, c'est de rendre fier ses proches, et tout ça. Et ça fait que quoi? Ça fait que, du coup, il y a plein d'élèves, ils décrochent parce que, on va dire, soit ils vont dire quoi? Le prof, il va pas me donner assez d'attention. Le prof, il va pas assez m'aider par rapport à ci. Le prof, il va s'occuper plus de tel élève que moi. C'est qu'on va dire, c'est plusieurs petits déclics qui font que peut-être un élève on va dire sur 10, hein, sur 10, sur toute une classe, il y en aura un seul élève qui va dire quoi? Qui va se sentir délaissé. Voilà, qui va se sentir délaissé, qui va dire, c'est pas. Plus. Je suis d'accord. Ton témoignage, il est précieux, c'est très important ce que tu dis. Et là, encore une fois, je rebondis, je me permets sur ce propos, parce que c'est vraiment, on sent que c'est du cœur, quoi, tu vois, c'est du ça sort du cœur, c'est vrai que ça sort, c'est vrai. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, parce que là, par exemple, je vous donne un exemple dans le domaine du sport. On s'entraîne pas. Je te dis, viens, on va courir un marathon. Tu vas y arriver? Non. Voilà. Par contre, si je te dis, viens, on va commencer, on commence à marcher vite. Après, on marche une demi-heure. Après, on commence à courir 5 minutes. Petit à petit, on y va. Voilà. Et ben, ce phénomène-là, voilà, on va dire de progressivité, de progression dans les apprentissages, il marche vers le positif et il marche vers le négatif. C'est-à-dire qu'un jeune, ce que tu viens de raconter, imagine qu'il est 10. Tu es en maternelle, déjà, tu as du retard de langage. Tu arrives à l'école primaire, on te... Ça commence de là, en fait. Voilà, ça commence exactement ce qu'on commence ben, c'est la base, en fait, hein. C'est la pyramide, hein. Tu vois, c'est sur quoi on s'appuie pour grandir. C'est comme notre famille, nos racines. Si tu coupes les racines à un être vivant, prends une plante, tu coupes ses racines, elle fait quoi? Elle meurt. Eh ben, c'est pareil pour un être humain, hein. Et ça, pour les apprentissages, c'est pareil. Donc, déjà, t'es pas pris en charge, tu as des difficultés. Les 3/4 des minots, ils ont envie de réussir. C'est pas normal qu'un minot, il ait pas envie de réussir, parce qu'il y a d'autres problèmes qui le bouffent. À ce moment-là, il faut régler les autres problèmes. Mais un enfant normalement constitué, voilà, qui est dans une famille, quelle que soit son origine, il a envie, hein. Il a envie, c'est des éponges, les minots. Donc, du coup, ben, il y a un truc qui bloque. On l'analyse pas. Mauvais diagnostic. On le prend pas en charge. Ça s'accumule. Tu passes l'année d'après. Parce que nous, en France, un élève, vous savez comment ça fonctionne. Chez nous, ça coûte tant par an. Donc, on passe. Ben, bien sûr que c'est vrai. Voilà. Et du coup, ben, les difficultés font que tu as toute cette difficulté. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, maintenant, tu vas courir un marathon. Oui, mais attends, je me suis jamais entraîné, en fait. Mais c'est pas grave, cours. Tu arrives pas? Allez, dégage. Je fais, voilà. Et c'est-à-dire qu'on arrive à un moment, à force d'accumuler. Alors, attention, hein, c'est pas une critique des profs, parce que la plupart, enfin, moi, j'ai rarement vu des profs qui sont mal intentionnés, hein, en 24 ans. Vraiment, c'est très, très rare. Mais le système tel qu'il fonctionne est maltraitant envers les profs aussi, hein, qui leur donne pas les moyens de mener à bien leur mission. Ouais, c'est un petit peu le système des injonctions paradoxales. On dit, il faut faire ça, mais tu as 30 élèves. Oui, mais je veux bien, moi. Comment je fais? Comment je fais? Avec quel temps? Quel temps je dois prendre à chaque élève? Donc, ça, c'est, à mon sens aussi, on va dire, une des causes massives du décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des minots qui accumulent les difficultés. Il arrive un moment où c'est pas possible. C'est comme si je vous mets vous dans un cours où ils parlent chinois. Vous allez rien comprendre de ce qui se raconte. Et à chaque fois, on va vous hurler dessus, on va vous punir parce que vous comprenez pas.
Et après, au final... Ben, au final, vous faites quoi? Dire de où je prends sur moi, en gros, je caricature un peu, hein, c'est plus subtil que ça, mais où je prends sur moi, je m'écrase, je m'efface, je me fais discret. Ou alors, ah ouais, tu me tapes dessus, alors je comprends pas, ben je vais taper moi aussi. Okay. Et donc, après, ça fait des élèves qui sont explosifs, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Ok. Donc ça, c'est des causes vraiment, et encore une fois, je parle que de son témoignage, hein, qui est, à mon sens, vraiment précieux. Mais toi, justement, on parlait des stages, des formations, tu en as déjà fait? Mais des stages, j'en ai déjà fait. On va dire, les stages, j'en ai fait beaucoup même. Assez. Et personnellement, j'ai pas encore fait de formation et je voudrais en faire. Et tous les stages que j'ai fait, déjà, il y a le stage du collège, le stage de troisième. Après, il y a le stage au lycée où tu fais 2 semaines en entre-deux, où tu fais presque un mois en entreprise et tu reviens. Tout ça, j'ai fait. Mais en vrai, moi. T'as pas eu le déclic. Non, t'as pas accroché. Ok. Et ça fait que quoi? Ça fait que moi, quand j'ai commencé, on va dire, à travailler avec des collègues à moi qui, on va dire, j'ai un collègue à moi, personnellement, il est en mécanique poids lourd. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va dire, moi, quand je vais le voir, je vais le regarder manier, je vais le regarder faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi. Toi, c'est plus dans le dans le direct. Voilà, c'est plus dans le direct parce que moi, quand j'étais en stage, j'étais juste en stage d'observation. Tu vois, le patron il me faisait rien faire. Ok, d'accord. Et moi, sans mentir, pour faire un stage comme ça, vaut mieux que je reste chez moi. Et que je regarde des vidéos. Voilà. Ça, autant dire directement. Voilà. Ok, d'accord. Donc, toi, c'est plus en fonction de la pratique. C'est ça. Tu vas plus apprendre si tu pratiques que si tu regardes quelqu'un. C'est ça. Comme une expression le dit, si tu as l'habitude d'avoir les mains sales, tu es faite pour les métiers techniques, quoi. Pour les métiers où tu sais que ça demande de la main. L'intelligence de la main. Voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est la base. Un enfant, quand il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il est à la maternelle, il n'apprend pas parce que tu lui fais un discours de 30 ans. Hein. Non. Il apprend parce qu'il fait. Ça s'appelle la pédagogie de l'exemple. On te montre, on te guide, tu fais. Donc ce que tu es en train de vivre là, en fait, c'est que tu nous racontes. C'est pas exceptionnel. Enfin, pas exceptionnel. Attention, je veux dire, c'est pas toi qui est pas normal ou je sais pas. C'est le cerveau de l'être humain, il fonctionne comme ça. D'accord? L'intelligence de la main, tu apprends en faisant, en touchant, c'est la base. Donc après, c'est vrai que c'est plus facile avec des petits de leur faire les manipulations et tout ça. Plus on grandit, mais ça se pense, ça se réfléchit. C'est pas du tout perdu comme situation. Mais il faut changer les mentalités, orienter les jeunes, voilà. Après, on dit oui, mais non, le collège pour tous. Oui, je veux bien qu'il y ait une formation pour tous, mais pourquoi tout le monde dans le même collège? Moi, par exemple, je peux vous parler de l'Allemagne. À 14 ans, les jeunes, ils sont orientés, ils font. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est trop tôt, Pourquoi pas, j'entends, hein. Mais demandons aux jeunes. S'il y a un truc qui lui plaît, pourquoi il va pas essayer? Et laissons la chance aussi aux jeunes de se tromper. En France, le système est vraiment très rigide, quoi. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis dedans avec une de mes 2 filles. Hein. J'ai deux gamines hein, qui sont grandes maintenant. Mais Parcoursup, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. Là, ça, c'est vous voyez, voilà. Mais c'est juste une petite aparté sur ça. Mais voilà. Tu as le droit d'essayer un truc, tu te trompes, ben fais autre chose. Au contraire, c'est tout à ton honneur. Tu as essayé, tu fais. Tu recommences. Comme on le dit, une personne qui tente rien n'a rien. C'est que quoi? C'est que si réellement une personne déscolarisée, elle veut réellement sortir de sa situation, c'est que quoi? C'est que soit il va en parler à un entourage à lui, soit il va dans un collège, il va avoir une assistante sociale et parler. Ou soit, on va dire, il va avoir plein de conseillers. La psychologue de l'éducation nationale, normalement, ça fait partie de son... Et ça fait que quoi? Ça fait comme ici à Marseille, on a, je crois, c'est la Cité des Métiers. Il y en a plusieurs. Oui, je crois que c'est la Cité des Métiers. C'est des métiers, ouais. Et ben moi, ça consiste en quoi, là? On va dire que la Cité des Métiers, c'est une autre, on va dire, je crois, c'est un groupe ou une association, un truc comme ça, je sais pas du genre. Mais on va dire là-bas, tu y vas, ils t'apprennent, on va dire, ils vont te montrer plusieurs métiers. Plusieurs métiers. Et par derrière, ils vont t'aider à trouver une formation. On va dire, fais ça dans le quartier aussi. Et on va dire plus simple. C'est comme si on te pistonnait, quoi. C'est comme si, on va dire, ils t'aident, mais c'est juste à toi de rattraper. C'est toi d'attraper. C'est à toi de saisir la chance. Voilà. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Ikram. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'espère vous avoir
dans une autre émission future, peut-être, si c'est possible. On fait un bon tandem avec lui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Cité éducative M14. En tout cas, merci beaucoup.